Aujourd'hui, nous avons donc une conférence qui est présentée par Carole Escartin, qui est directrice de recherche au CNRS dans le laboratoire des maladies dégénératives à Fontenay-aux-Roses et qui va rejoindre notre unité neuropsy prochainement. Et puis Glenn Dallera, qui lui est chargé de recherche au CNRS et qui est dans notre institut. Donc notre problématique, c'est toujours de vous présenter des recherches qui sont faites dans les divers instituts qui nous entourent pour que vous soyez un petit peu au courant de ce que l'on fait. Donc je leur laisse la parole. Merci pour une conférence qui s'appelle donc « À l'ombre des neurones, les astrocytes brillent ». Merci. Merci. Donc bonjour tout le monde. Alors donc aujourd'hui, dans le cadre de la semaine du cerveau, on va vous parler de cerveau, sans surprise, et en particulier donc des cellules qui les composent. Alors je pense que la plupart d'entre vous ici est au courant que le cerveau est doté de cellules particulières qui ont des propriétés remarquables qui s'appellent les neurones. Ces neurones, en effet, ils sont capables de communiquer les uns avec les autres extrêmement rapidement, grâce notamment à l'activité électrique. Donc, ils sont capables d'envoyer des projections cellulaires les uns sur les autres et, grâce à une activité électrique, de transmettre des informations. Donc, ils peuvent, comme ça, câbler des circuits neuronaux assez complexes qui permettent de sous-tendre les fonctions cérébrales, les fonctions cognitives et traiter l'information un peu à la façon d'un ordinateur. Donc tous ces circuits neuronaux sont extrêmement complexes et sont encore bien à l'état de recherche. On fait encore des recherches beaucoup là-dessus. Mais ce qui est généralement moins connu, moins considéré, c'est que le système du cerveau est encore plus complexe que ça, puisque le cerveau n'est pas constitué que de neurones. Il existe également d'autres cellules à l'intérieur de ce formidable organe. Et d'ailleurs, pour essayer de se rendre compte à quel point le cerveau, ces éléments, ces autres cellules du cerveau sont connues ou méconnues, on a un petit sondage à vous proposer. C'est pour ça que vous pouvez voir ici le QR code qui s'affiche en plus gros sur la slide là. En fait, si vous flashez ce QR code, ça va vous apporter un site à Internet qui va vous permettre d'avoir accès aux questions qu'on va vous poser. Et donc, on va pouvoir connaître votre opinion sur les différentes questions qui vont suivre. Voilà. Donc, on vous laisse encore quelques secondes. Donc, le réseau ne marche pas très bien ici, mais si vous patientez, ça va fonctionner. Donc, est-ce qu'il y en a quand même plusieurs d'entre vous qui ont déjà une page WooClap qui s'affiche ? Certains. Sinon, vous pouvez aussi lever le doigt ou répondre. Ça peut marcher. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Le réseau n'est pas très bon, mais une fois que vous êtes connecté, ça devrait aller. On a quelques questions à vous poser maintenant et puis un peu au fil de la présentation après. Est-ce que je pose ma première question ou vous êtes toujours en train d'essayer de vous connecter ? C'est bon ? Allez, on y va. Donc, la première question est de vous demander, dans le cerveau humain est constitué exclusivement de neurones, majoritairement de neurones, ou pour moitié de neurones et de cellules gliales, d'autres cellules. Et donc, vous allez répondre et vous voyez les réponses s'affichent. Ne soyez pas influencés par les réponses. Ah, on a dû exclusivement de neurones. Quand même. Voilà. Donc, on laisse un petit peu tant qu'il y a des nouvelles réponses. C'est une personne qui n'a pas écouté ce que j'ai dit. Voilà. Ou qui fait de la provocation. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Ok, il y a quand même pas mal de gens qui ont réussi à se connecter, c'est bien. Ça continue un petit peu. N'oubliez pas de valider à la fin, une fois que vous avez cliqué, pour que le résultat soit enregistré. Bon, on voit qu'il y a quand même un bon consensus sur le fait qu'il n'y a pas que les neurones dans le cerveau, et même c'est pour moitié des neurones et pour moitié d'autres cellules. Donc c'est quand même une part importante du cerveau qui a d'autres cellules qu'on connaît moins et dont on va vous parler aujourd'hui, en tout cas pour une partie. Ok. Donc effectivement, c'était la bonne réponse numéro 3. Deuxième question. À part les neurones, combien y a-t-il de types de cellules dans le cerveau ? 1, 2, 3 ou plus de 4 ? N'oubliez pas de valider. Donc on voit, en fait, il y a 43 personnes connectées, je pense. Donc c'est bien. Ok, donc là aussi, un consensus se dégage assez vite vers la quatrième réponse, donc plus de 4. Et c'est effectivement la bonne réponse.
Aujourd'hui, on va vous parler des astrocytes en particulier, mais il y a d'autres types cellulaires comme la microglie, les oligodendrocytes dont on dira juste un petit mot en introduction, mais sinon on vous invite à aller écouter d'autres conférences pendant cette semaine du cerveau ou d'autres années. D'ailleurs, je profite de ce temps pour dire qu'il y a un club des cellules gliales qui existe en France, qui est donc un regroupement de chercheurs pour la promotion et la diffusion de connaissances sur les cellules gliales. Donc dans ce cadre-là, peut-être que d'autres conférences seront organisées. Voilà, et ils nous ont aidés pour monter ce diaporama. Ok, donc vous avez en majorité bien répondu. Troisième question, quel rôle ont les autres cellules du cerveau? Vous pouvez là cocher plusieurs réponses. Première réponse, construction du cerveau au cours du développement. Deuxième réponse, soutien nutritionnel aux neurones. Structure, échafaudage sans impact sur le fonctionnement. 4, modulation de l'activité des neurones et de certains comportements. Et 5, défense immunitaire. Donc là aussi, vous pouvez sélectionner plusieurs réponses et valider à la fin. Attention, il y a un piège. Attention, il faut bien lire l'énoncé. Il y a plus... Ok, ça fonctionne bien. Donc on a un auditoire quand même assez bien informé. Ouais. Qui vient avec un certain bagage. Tout à fait. Oh. Oui. Il y a quand même une quarantaine de % qui est tombé dans le piège. Voilà. Donc parce qu'effectivement, on est un peu... on est un peu joueur et toutes les réponses sont bonnes sauf la 3 parce qu'effectivement les cellules gliales participent à la structuration et l'échafaudage du cerveau, mais tout ça, ça a un impact important sur le fonctionnement du cerveau. Donc c'est le sans impact sur le fonctionnement qui était faux finalement. Donc il fallait prendre les réponses 1, 2, 4, 5. Et bon, on va vous illustrer un petit peu toutes ces fonctions. Il y a des fonctions qui sont plus remplies par d'autres types de cellules gliales que les astrocytes, donc on n'y reviendra pas trop. Mais voilà, encore une fois, ça illustre que les neurones sans les cellules gliales fonctionneraient bien moins bien. Et donc, on a besoin de toutes ces cellules pour l'ensemble de ces fonctions, pour un fonctionnement optimal du cerveau. OK. Donc, maintenant qu'on sait que vous connaissez déjà pas mal de choses, on va quand même vous donner des informations, j'espère, complémentaires. Juste pour rappeler un peu l'historique des découvertes sur la glie. En fait, la première fois qu'on a vu apparaître ce terme glie, c'était par Rudolf Virchow, un chercheur allemand, qui en 1856 a mentionné qu'il y avait, je le cite, donc cette substance de liaison qui forme une sorte de ciment dans le cerveau, dans lequel les éléments nerveux, donc les neurones, sont incorporés. Et elle constitue un tissu différent des autres formes de tissu conjonctif, qu'il a incité à lui donner ce nom de neuroglie, qui veut dire ciment nerveux. Donc à l'époque, on n'avait pas encore notion vraiment de cellules, mais on pensait que c'était une structure qui permettait aux neurones d'être bien positionnés et maintenus. Donc cette idée de structuration du cerveau. Un peu plus tard, on a commencé à avoir des représentations, des observations microscopiques des cellules gliales. Et la première remonte à Müller en 1856, qui a décrit les premières cellules qu'on a appelées du coup cellules de Müller dans la rétine de grenouille. Donc ces cellules allongées qui sont dessinées ici. En 1893, ici on a 2 dessins de Camillo Golgi et de Van Leeuwenhoek de cellules de forme étoilée avec des morphologies assez différentes. Et Van Leeuwenhoek, c'est lui qui a pour la première fois introduit le terme d'astrocyte. Et donc dans astro, on a le radical, ça fait penser donc à une étoile, une cellule en forme d'étoile, parce que c'est avec les marquages de l'époque, c'est comme ça que les astrocytes apparaissaient en forme étoilée. Un peu plus tard, Pio del Rio Ortega, un autre chercheur, a pu observer et dessiner les différents types de cellules gliales de manière très précise. Donc on voit ici un astrocyte, des microglies et des oligodendrocytes. Donc vous voyez que ça remonte à plus de 100 ans déjà. Et donc, comme on l'a dit pendant le questionnaire du début, dans le cerveau humain, la moitié des cellules ne sont pas des neurones, mais des cellules que l'on appelle collectivement les cellules gliales, et qui ont des rôles différents, des morphologies différentes. Et on vous parlera seulement des astrocytes aujourd'hui, mais sachez que la microglie a un rôle très important de cellules immunitaires dans le cerveau, et a un rôle aussi au cours du développement, etc. Et les oligodendrocytes, cellules de Schwann, eux, vont constituer ce qu'on appelle la gaine de myéline,
qui va isoler et entourer les axones des neurones et qui permettent une neurotransmission rapide et efficace. Donc encore une fois, pour une question de temps, on se focalisera sur les astrocytes. On a déjà beaucoup de choses à vous dire, mais sachez que toutes ces cellules gliales contribuent au fonctionnement optimal des circuits neuronaux et du cerveau, et aussi à sa plasticité, donc à sa capacité d'apprendre, d'évoluer et de progresser. Alors si on met le focus maintenant sur les astrocytes, encore quand même quelques images historiques parce que c'est remarquable de voir à quel point les dessins étaient précis et déjà suggéraient des fonctions importantes des astrocytes. Donc ici ce sont des images de lames préparées par Ramón y Cajal qui a beaucoup contribué à la description de ces cellules. Donc on voit bien ces cellules de forme très étoilée. Et ici, dans son dessin, on voit une des propriétés des astrocytes sur laquelle on reviendra, qui sont en contact avec les capillaires sanguins, avec les vaisseaux. Ils envoient ce qu'on appelle un pied astrocytaire en contact avec les vaisseaux, ce qui est important puisque c'est dans le sang que l'on a tous les nutriments qui vont pouvoir alimenter le cerveau. Une autre propriété des astrocytes est qu'ils sont en contact très étroit avec les neurones que l'on voit ici ou ici, et donc ils font ce pont, ce lien entre les capillaires sanguins et les neurones, et on y reviendra. Alors, on a dit quelques informations déjà sur les astrocytes. On vous ressollicite via WooClap. Cette fois, on aimerait savoir ce que pour vous évoque le mot astrocyte. J'imagine que si vous êtes venu ici, c'est peut-être que vous aviez déjà des idées ou un intérêt pour ces cellules, ou alors vous ne savez rien. Mais on aimerait bien que vous nous disiez ce que vous évoque le mot astrocyte. Vous pouvez noter plusieurs mots. Vous validez à chaque fois et ces mots vont s'afficher. Et on va voir un petit peu quelle est votre idée de ces cellules avant de rentrer dans le détail. On commence fort. Homéostasie. Et si vous dites plusieurs fois le même mot, vous avez le droit, ils seront d'autant plus gros. Très bien. Astre autour des neurones, très beau. Il y a des connexions. Alors, on va peut-être attendre que ça s'arrête, parce que c'est dur de commenter en même temps que ça bouge. Lactate, ok, il y a des experts de métabolisme parmi nous. Étoile reste le point central, donc ça plaît aux gens, c'est un bon nom du coup. Synchronisation. Long. Okay. Alors celui, oui. Oui, long. Ça mérite de développer. Ok, bon, je pense que vous avez tous plus ou moins répondu. Pied, ok. Et calcium, oui, donc on a quand même des personnes qui connaissent. Soutien, neurones, voilà, parce que bon, c'est sûr qu'ils ne fonctionnent pas tout seuls, donc c'est vraiment, on va vous parler beaucoup de communication entre astrocytes et neurones aujourd'hui. Homéostasie, donc cette idée de garder le cerveau dans un état, un environnement optimal pour son fonctionnement. Ok, y a beaucoup de choses intéressantes, avec beaucoup l'idée de nutriments, nutrition, etc. C'est ce dont on va vous parler en premier, mais pas seulement. Donc c'est très juste en tout cas, il y a beaucoup de termes intéressants. Merci d'avoir répondu. Désolé, mais on va devoir s'arrêter. Qui a mis dopamine ? Qui a mis dopamine ? Ok, il y a des infiltrés en fait dans la salle. Ça se voit, on vous voit tout de suite. Voilà. Ok. Donc les astrocytes, on vous a montré des illustrations, des dessins un peu anciens. Si on regarde maintenant avec des techniques modernes où on peut voir les astrocytes marqués en vert dans une coupe de cerveau de souris, chaque petit point est un astrocyte. Donc on voit qu'ils sont présents dans l'ensemble du cerveau et en grand nombre, et donc en étroit contact avec les neurones qui sont là aussi. Si maintenant on vous montre cette petite vidéo, c'est pour justement rentrer, voyager en 3D à l'intérieur d'un cerveau de souris dans lequel différentes sous-populations d'astrocytes ont été marquées avec des couleurs différentes. Et donc vous pouvez voir qu'ils remplissent vraiment tout le cerveau, qui sont présents dans l'ensemble du cerveau et avec quand même une morphologie, on y reviendra, qui est finalement plus complexe qu'une étoile, avec des fins prolongements et des contacts étroits entre eux également. Voilà, donc il faut imaginer ça dans le cerveau de souris, mais aussi dans votre cerveau, en moins coloré, parce qu'effectivement, là, c'est une manipulation expérimentale. Donc les astrocytes sont présents, je l'ai évoqué, chez la souris, dans le cerveau de souris et chez l'homme, mais en fait, des astrocytes ou des cellules qui ressemblent à des astrocytes, il y en a dans plein d'espèces, y compris chez des invertébrés et des insectes. Donc c'est un type de cellule qui est conservé au cours de l'évolution, ce qui suggère un rôle important.
On peut compter le nombre ou le ratio de cellules gliales par neurone dans différentes espèces dans le cerveau. Et on observe cette tendance à avoir plus de cellules gliales par neurone avec des espèces qui ont des capacités cognitives plus importantes, ce qui fait penser que plus il y a de glis, plus on est intelligent. Mais peut-être qu'il manque quand même quelques barres. Et donc, quand on voit finalement, c'est peut-être pas si simple, étant donné que chez l'éléphant ou la baleine, on a même encore plus de glis par neurone. Donc en réalité, c'est plus une relation. Enfin, il y a plus le cerveau est gros, plus il a besoin de cellules gliales pour fonctionner correctement. Mais donc voilà, il y a des différences quand même entre espèces qui sont importantes. Et ce qui est sûrement le plus important, c'est comment ces cellules, ces astrocytes fonctionnent, comment ils sont organisés et comment ils communiquent avec les neurones. Et c'est ça qui va pouvoir aussi contribuer à des fonctions cognitives supérieures, complexes, etc. Glenn vous en parlera un peu plus après. Voilà. Donc les astrocytes, ils sont là, ils ont une morphologie très ramifiée et ils ont en charge de nombreuses fonctions, certaines que vous avez évoquées dans le nuage de mots. Notamment, ils permettent la détoxification de nombreuses molécules qui sont produites par l'activité des neurones et qui peuvent être dommageables à long terme pour le cerveau. Ils apportent donc les nutriments, on y reviendra. Et ils ont une activité, ils ont un rôle actif de réguler l'activité des neurones et donc les messages que les neurones se transmettent. Et tout cela peut aller jusqu'à donc impacter des comportements complexes, des fonctions associées au cerveau comme la mémoire, le sommeil, la prise alimentaire, etc. Donc c'est vraiment des partenaires importants et pas juste des cellules passives qui vont être là pour faire le ménage. On le voit plus comme un super assistant qui est capable de faire beaucoup de choses, mais du coup d'influencer aussi en retour le comportement et le fonctionnement des neurones. Je laisse la parole. Oui, alors moi je vais vous parler de ces différentes fonctions des astrocytes. Je vais commencer par la fonction la plus classique qu'on attribue à ces cellules, qui est la fonction de soutien métabolique des activités neuronales, donc l'apport de nutriments par les astrocytes aux neurones. Donc, ce qu'on peut voir sur cette représentation d'artiste, c'est que cette espèce de géante pieuvre jaune, c'est un astrocyte. Donc avec son corps cellulaire ici. En bleu, ici, on a un neurone. Et l'espèce de tunnel rouge, c'est un capillaire sanguin. Donc, on peut voir que l'astrocyte est littéralement branché au capillaire sanguin, ce qui lui permet de capter, de transporter des métabolites, des nutriments, et puis de les transférer aux neurones. En réalité, de les métaboliser, en quelque sorte prédigérer, pour finalement transmettre aux neurones des molécules énergétiques prêtes à l'emploi. Alors, ce qu'on peut noter ici, c'est qu'il ne faudrait pas croire que sans les astrocytes, les neurones ne pourraient pas avoir de nutriments. En fait, ils sont capables de métaboliser leur propre glucose, leurs propres nutriments. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ils ont besoin des astrocytes lorsque l'activité neuronale devient trop importante, lorsque l'activité du cerveau, la cognition devient exigeante. Donc lorsque cette fonction des astrocytes est entravée, on se rend compte que le cerveau ne fonctionne plus aussi bien. Les fonctions d'apprentissage, par exemple, ne fonctionnent plus aussi bien. Donc, les astrocytes servent vraiment aux fonctions complexes cérébrales, mais le cerveau, les neurones peuvent vivre de manière, peuvent être indépendants métaboliquement des astrocytes en situation basale. Alors, ce que je voulais préciser ici, c'est que les astrocytes sont des cellules extrêmement sociables. Elles sont très partageuses. Donc, elles sont sociables parce qu'elles contactent à peu près tout ce qui est possible. Elles contactent les vaisseaux sanguins, les neurones. Et puis, elles se tiennent la main en permanence aussi et forment des espèces de grands réseaux comme ça. Et ils partagent beaucoup de molécules. Et ça, c'est possible grâce à des espèces de petits tunnels qui existent au niveau des membranes astrocytaires, qui s'appellent des jonctions communicantes, qui sont vraiment très abondantes dans les astrocytes.
Et donc, toutes les molécules de petite taille, finalement, peuvent passer à travers ces jonctions communicantes, ce qui fait que lorsque un astrocyte a une molécule de glucose, par exemple, eh bien, elle va partager avec les dizaines d'astrocytes autour. Donc ça, on peut le vérifier expérimentalement en mettant, grâce à une micropipette ici, du glucose fluorescent, donc ici rouge, dans un seul astrocyte. Et au bout de quelques minutes, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des dizaines d'astrocytes autour. Donc c'est vraiment des tout petits points qu'on a du mal à distinguer ici, les astrocytes. Mais sur cette image, il y a des centaines d'astrocytes qui sont rouges, c'est-à-dire que bien le glucose fluorescent qui a été donné à un seul astrocyte se retrouve dans les centaines d'astrocytes autour. Donc, ce qui illustre qu'ils sont capables de partager comme ça ces métabolites. Et on peut vérifier que ça, c'est grâce aux jonctions communicantes, parce que bien lorsqu'on enlève génétiquement les protéines qui permettent de faire ces petits tunnels, ces jonctions communicantes, eh ben, lorsqu'on met du glucose fluorescent dans un astrocyte, ben, cette fois, il reste dans cet astrocyte seulement. Donc ça, c'est pour illustrer finalement ce qu'on appelle le couplage métabolique des astrocytes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de partager, encore une fois, les différents métabolites qui pompent au niveau du sang. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que ce n'est pas un astrocyte qui va aller réguler ou soutenir un neurone métaboliquement, c'est plutôt un réseau astrocytaire qui va aller de proche en proche amener les métabolites nécessaires à la région cérébrale où l'activité neuronale est importante et où eh ben, un apport métabolique supplémentaire est requis. Alors, cette proximité, cette fonction des astrocytes, cette proximité des astrocytes avec les vaisseaux sanguins et cette fonction de capter comme ça les différents métabolites qui passent dans le flux sanguin, ça les expose aussi à toutes les différents métabolites et toxines éventuelles qui sont dans la circulation sanguine. Oui, donc c'est ce que j'ai dit un peu en introduction. Il faut voir les astrocytes un peu comme des senseurs ou des lanceurs d'alerte. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, une exposition à un régime déséquilibré, régime alimentaire, par exemple riche en graisse, va être détecté par les astrocytes dans une région cérébrale bien particulière qu'on appelle l'hypothalamus et va les changer. On voit que entre les deux, oui, merci, entre la condition contrôle et la condition d'une souris qui est exposée à un régime riche en graisse, les astrocytes sont différents, ils sont plus gros, etc. Et donc ça veut dire que les astrocytes sont influencés par ce qu'on mange. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en retour, les astrocytes aussi, en particulier ceux de cette région, vont avoir une influence sur le métabolisme en périphérie et donc pouvoir réguler le métabolisme du glucose, la sensibilité à l'insuline ou l'équilibre énergétique aussi en périphérie. Donc il y a ce dialogue aussi important entre le corps, la périphérie et le cerveau, et les astrocytes jouent un rôle clé. Et j'ai vu qu'il y avait un poster d'ailleurs, si ça vous intéresse, de l'équipe de Mohamed Taoui sur cette thématique-là avec des personnes qui travaillent dans son équipe. Donc vous pourrez discuter un peu plus de ça. Mais donc à chaque fois, il y a le fonctionnement normal dans un cerveau qui va bien, et puis des changements potentiels quand on est dans des conditions plus pathologiques, comme là, exposition à des régimes trop gras, des souris obèses, etc. Là aussi, les astrocytes vont changer et participer aux dérégulations ou avoir des effets importants. C'est ça que je dois te donner. Donc ça, c'est ce qui concernait finalement la fonction classique d'apport métabolique des astrocytes aux neurones. Ils ont une autre fonction très importante, c'est la régulation des activités neuronales. Donc ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que les astrocytes, ils ont une forme d'étoile, ils sont extrêmement connectés les uns avec les autres. Mais en réalité, ils s'entremêlent très peu, hein. Ils se tiennent la main, entre guillemets, au niveau des interfaces ici, grâce aux jonctions communicantes, mais ils ont chacun leur domaine astrocytaire. Et cette morphologie d'étoile, en réalité, c'est assez dépassé comme vision de l'astrocyte, puisqu'elle est issue des premiers marquages qu'on vous a montrés au début, qui montraient les principaux prolongements astrocytaires en forme d'étoile. Mais les marquages plus récents montrent qu'ils ont en réalité une
une morphologie beaucoup plus complexe, plutôt spongiforme, puisqu'ils ont vraiment des ramifications, beaucoup de ramifications extrêmement fines, qui sont tellement fines en fait qu'elles peuvent contacter les neurones sur l'ensemble de leur morphologie, y compris les synapses. Les synapses qui sont vraiment le point de contact, un point de contact primordial entre les neurones, qui sont vraiment le point de contact pour la communication neuronale, avec un neurone présynaptique ici, pardon, un neurone postsynaptique, et puis la fente synaptique. Donc c'est vraiment un point de contact de transmission de l'information par échange de molécules qu'on appelle des neurotransmetteurs au niveau de la fente synaptique qui fait seulement 20 nanomètres. Et les prolongements astrocytaires sont tellement fins qu'ils peuvent venir directement en apposition avec cette fente synaptique extrêmement petite également. Et donc ça, eh bien, on s'en est rendu compte réellement que ça pouvait avoir une influence importante sur l'efficacité de cette transmission synaptique. Il y a seulement à peu près une trentaine d'années, on a commencé à étudier ça en se disant, mais en fait, la synapse, c'est pas seulement un neurone présynaptique, un neurone postsynaptique. Il y a un troisième élément qui est l'astrocyte, qui est vraiment idéalement placé pour réguler cette communication neuronale. Donc ici, on peut revoir encore une fois un astrocyte avec tous ses prolongements extrêmement fins et une représentation de la synapse avec 3 partenaires dont je viens de vous parler, qui est donc la synapse tripartite. Alors, dans un cerveau de souris adulte, je l'ai dit tout à l'heure, chaque astrocyte a son domaine à lui. Et ce domaine comporte en moyenne, donc va réguler en moyenne 4 neurones. Alors, on a une petite devinette pour la suite. 4 neurones, un astrocyte, ça représente combien de synapses d'après vous? 100 synapses, 3000 synapses, 10 000 synapses ou 100 000 synapses en moyenne. Ah, ça se bat. On vous a piégé là. Alors, 6, 9, 2. Donc là, on veut compter vraiment le nombre de synapses qu'il y a dans un domaine, dans un seul astrocyte, de souris adultes. 22 réponses sur 45, on n'a pas la majorité. Ah, ça hésite encore. Bon, alors, si je vous dis que pour l'instant, c'est faux, la majorité a faux, est-ce que vous corrigez? Je sais pas si Ah, ça bouge. C'est 100, j'ai entendu, c'est 100. Alors, non, c'est pas 100. C'est plus. Bon, je vais vous donner la solution, puisqu'on a plus de 50% de participation, n'est-ce pas? C'est 100 000. Donc, en fait, un neurone comporte énormément de synapses. 4 neurones par astrocyte. Il a été estimé qu'un astrocyte contacte en moyenne plus de 100 000 synapses. Donc, c'est ces communications entre les neurones. Et donc, ça, c'est pour chaque astrocyte. Vous avez vu à quel point ils sont nombreux. Et donc, à quel point ils peuvent moduler un nombre important de synapses. Alors, comment ils font ça? Comment est-ce qu'ils modulent ces activités synaptiques? La façon la plus, comment est-ce qu'on dit, intuitive. Non, je ne vais pas faire mon Jean-Claude Van Damme, je parle français. La façon la plus intuitive, c'est en fait la proximité des prolongements astrocytaires à la fente synaptique. C'est-à-dire que les prolongements astrocytaires peuvent être plus ou moins près de cette libération de neurotransmetteurs ici, et donc recapter ces neurotransmetteurs, recapter plus ou moins de neurotransmetteurs. Donc dans cet exemple, plus l'astrocyte, plus le prolongement astrocytaire est près
de la fente synaptique, plus il va recapter de neurotransmetteurs et donc moins la transmission synaptique sera efficace. C'est ce qui est représenté sur ce graphique ici. Donc ça, c'est finalement un mode de régulation qui fait appel à une des fonctions classiques des astrocytes, c'est de recapter et recycler les molécules qui sont libérées par les neurones pendant la neurotransmission. Alors ce phénomène, il a été décrit pour différentes situations physiologiques, dont une très classique, qui est l'initiation à la lactation. Donc, ce qui est connu, c'est que dans une région cérébrale, il est nécessaire, donc qui s'appelle l'hypothalamus, il est nécessaire d'augmenter la transmission synaptique, notamment sur les neurones à ocytocine, qui vont permettre la libération d'une neurohormone qui permet l'initiation de la lactation. Eh bien, pour que cette transmission synaptique devienne plus efficace, un des mécanismes qui a été décrit, qui est important, c'est justement cette rétraction des prolongements astrocytaires. Donc, on voit ici l'astrocyte en vert en situation normale. Et puis, lorsqu'on a besoin d'augmenter cette transmission synaptique, l'astrocyte se rétracte pour laisser place aux neurotransmetteurs. Donc ça, c'est ce qui se passe dans une situation physiologique connue. On a aussi des changements morphologiques de ce type dans des situations pathologiques également. Donc là, je vais peut-être laisser Carole commenter. Je suis l'expert pathologie. Madame Pathologie. Non, je viens toujours parler de quand ça va mal, c'est dommage. Mais oui, effectivement, un des cas de changement morphologique que l'on connaît, qui a été décrit notamment dans des souris modèles de la maladie d'Alzheimer, on peut voir ici, en comparaison entre des souris contrôle avec des souris modèles de la maladie d'Alzheimer, c'est que les astrocytes changent de morphologie, ont une morphologie plus simple, moins complexe et un peu atrophiée en quelque sorte, et on le voit dans différentes régions cérébrales en fait. Et ça, d'après tout ce que Glenn vient de vous expliquer, ça fait que ça va peut-être modifier le contact des astrocytes aux synapses et donc contribuer au problème de transmission synaptique en fait. Donc la façon qu'ont les astrocytes d'être en contact avec ces synapses peut être modifiée en conditions physiologiques comme pendant la lactation ou d'autres conditions, mais aussi être altérée en conditions pathologiques. Donc ça, c'est une façon aussi, ce sera par ce biais-là que les astrocytes vont pouvoir aussi contribuer à certaines pathologies cérébrales, et j'y reviendrai aussi à la fin de la présentation. Alors, j'en étais à régulation, modulation de la transmission synaptique par cette capacité des astrocytes à recapter les neurotransmetteurs. Ça, finalement, c'est un rôle des astrocytes qui est assez connu, de capter, de faire le ménage autour des neurones. Mais on s'est rendu compte aussi que les astrocytes sont des cellules plus actives que ça, ce qui était quelque chose qu'on ne pensait pas au début, puisque les astrocytes ne sont pas, comme les neurones, excitables de manière électrique. C'est-à-dire que là, on peut voir en rouge que les neurones, à un certain potentiel électrique, sont capables de créer des espèces de pulses électriques, qu'on appelle des potentiels d'action. Et les astrocytes, pas du tout. Donc, il n'y a rien qui se passe. Donc, classiquement, l'astrocyte était considéré comme une cellule passive de ce point de vue-là. Or, ils ne sont pas inactifs pour autant. En fait, grâce aux techniques d'imagerie, maintenant, là, ici, on peut voir des astrocytes. Et ce qu'on voit qui clignote un peu partout, c'est leur activité. Qu'est-ce que représentent ces petits flashs dans les différentes parties de la cellule astrocytaire? C'est ce qu'on appelle des élévations calciques, c'est-à-dire l'ion calcium va augmenter, sa concentration va augmenter dans différentes parties de l'astrocyte. Et donc ici, on peut voir ici les données brutes et ici les différents événements qui ont un code couleur par événement. Et donc ça, en fait, ça constitue la forme d'excitabilité des astrocytes. Les astrocytes sont activés lorsque leur concentration calcique augmente. Et ça, c'est important, puisqu'ils font ça en réponse à l'activité des neurones. Et c'est important parce que ça leur permet, en retour, de libérer des molécules qui vont aller moduler
l'activité synaptique. Je vais y revenir. Mais ce calcium astrocytaire, il joue un rôle important dans la signalisation de la cellule qui va permettre l'astrocyte de libérer, encore une fois, des molécules neuroactives. Donc, ces changements de calcium en réponse à l'activité de neurones, on peut l'observer aussi in vivo chez l'animal en train de courir. Ça, c'est le type d'expérience qu'on peut faire au laboratoire. Grâce à un mini microscope placé sur la tête de la souris, en fait, on peut voir que lors d'une tâche très simple qui consiste à courir dans 2 couloirs perpendiculaires, en fait, ça crée un orage d'activité astrocytaire dans le cerveau de la souris. Et donc, ça peut s'apparenter finalement aux activités électriques qu'on peut enregistrer chez les neurones. Donc, en réalité, encore une fois, c'est pour illustrer que les astrocytes sont extrêmement actifs également. Alors, là, c'est normal que ce soit blanc ici. Je ne sais plus. D'accord, tout va bien. OK. Donc ici, c'est pour un peu illustrer et résumer ce que je vous ai dit par rapport à la libération de molécules par les astrocytes qui vont réguler l'activité synaptique. Donc, si on résume, on a une activité électrique dans la synapse qui arrive, qui va permettre la libération de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont générer un signal calcique, une augmentation calcique dans le prolongement astrocytaire, qui va permettre la libération de molécules astrocytaires. Ces molécules vont aller moduler l'efficacité de cette transmission synaptique. Pour les neurones, on les appelle des neurotransmetteurs. Pour les astrocytes, on les appelle des gliotransmetteurs, de manière assez logique. On aurait pu les appeler des astrotransmetteurs, mais le sort en a voulu autrement. Alors, on vient de parler des modulations de l'activité synaptique par les astrocytes. Maintenant, on peut se poser la question, ok, donc si ces communications entre les neurones, ça permet de former des circuits qui permettent du coup les fonctions complexes du cerveau, les fonctions cognitives du cerveau, est-ce que finalement ces fonctions astrocytaires impactent les comportements complexes comme la mémoire ou les prises de décision ou les comportements plus simples du cerveau comme la régulation de la prise alimentaire ou la gestion du sommeil? Alors, il y a 2 études intéressantes qui ont été publiées sur ce sujet, qui ont tiré parti du fait que, c'est un peu ce que Carole vous disait tout à l'heure, il y a différents astrocytes dans différentes espèces animales, et on peut quand même remarquer que les astrocytes de souris sont plus petits, moins ramifiés, et moins ramifiés que les astrocytes humains. Les astrocytes humains donc, présentent cette forte arborisation et ont une signalisation calcique extrêmement efficace, plus efficace que les astrocytes de souris. Donc ce qui a été fait dans l'étude que je voudrais vous mentionner, c'est de finalement greffer des astrocytes humains dans un cerveau de souris et savoir si la souris, grosso modo, elle est plus intelligente après. Donc ici, c'est pour vous illustrer finalement l'incorporation des astrocytes humains dans le tissu cérébral de la souris. Donc, les astrocytes humains sont ici en vert. Ils sont, on peut encore une fois le voir, plus ramifiés et plus grands. Et les astrocytes de la souris sont en rouge. Donc on peut voir qu'ils sont bien incorporés dans le cerveau de la souris. Et donc pour résumer les résultats de cette étude, ils ont observé que la transmission synaptique est plus importante chez ces souris qui ont des astrocytes humains. Donc le signal ici en rouge représente la force de la transmission synaptique, donc elle est plus grande. Et puis dans différents tests cognitifs qu'ils ont fait chez la souris, dont l'un qui s'appelle le labyrinthe de Barnes, qui consiste à retrouver la localisation d'un trou pour s'échapper, donc une tâche cognitive relativement simple, eh bien, les souris chimères, humains, murins, sont plus efficaces, retrouvent cet endroit plus rapidement. Et aussi dans le test de localisation d'objets, où la souris doit se rappeler de la localisation d'objets qu'elle a explorés précédemment, eh bien, les souris chimères présentent une meilleure mémoire. Donc cette étude suggère qu'en effet,
si on améliore la fonction astrocytaire, en fait, ça suffit à améliorer les fonctions cognitives. Alors, ce n'est pas un contexte très naturel que de mélanger un peu les espèces comme ça. Donc, il y a une autre étude qui, quand même, tend à montrer la même chose, en restant chez la souris, dans les astrocytes de souris. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont utilisé des techniques génétiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais qui permettent de spécifiquement activer les astrocytes d'une région cérébrale qui est importante pour la mémoire. Et donc, ce qu'ils ont vu, c'est que dans cette région cérébrale, lorsqu'on active les astrocytes, les activités synaptiques, qui sont représentées par ces petits pics ici, sont plus fréquentes et plus efficaces, encore une fois. Et lorsqu'ils ont testé la mémoire des souris, comme dans le papier précédent, la mémoire en situation d'astrocytes activés était meilleure. Donc encore une fois, ces études suggèrent qu'en effet, les astrocytes jouent un rôle important et ont une fonction pro-cognitive. Et ce qui pose quand même la question, dans les maladies où on a des altérations cognitives, quid des astrocytes, quel est leur rôle dans ces pertes cognitives qu'on voit dans différentes maladies cérébrales? Donc oui, les maladies auxquelles on pense, ce sont les maladies neurodégénératives dans lesquelles il y a une mort des neurones et donc associé à cela des dysfonctions, des pertes cognitives, qui sont progressives. Et donc, dans ces maladies-là, notamment dans deux maladies dont je vais vous parler un petit peu là, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Huntington, si on observe soit des cerveaux de patients, soit des souris qui modélisent ces maladies, on voit que les astrocytes sont différents, de nouveau juste morphologiquement. Par exemple, ici, dans le cerveau d'une souris modèle de la maladie d'Alzheimer, on voit que les astrocytes sont plus gros et qui s'associent très étroitement avec, en bleu ici, ce qu'on appelle une plaque amyloïde qui est un dépôt de protéines toxiques typique de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit que les astrocytes sont différents dans cette maladie. C'est ce que j'ai dit déjà avant. Et puis, c'est le cas ici aussi, peut-être de manière plus flagrante encore, quand on compare à un cerveau contrôle, on voit que les astrocytes en brun sont plus gros, plus ramifiés et ils expriment certaines protéines bien particulières. Donc on voit que ces maladies n'affectent pas seulement que les neurones qui dégénèrent, mais aussi les astrocytes. Et de nouveau, que les astrocytes sont capables de réagir à une situation qui est anormale. Alors, quel est leur rôle? Du coup, c'est la question que l'on se pose. Est-ce qu'ils ont un rôle actif? Est-ce que c'est un rôle bénéfique ou délétère? Et est-ce qu'on peut jouer sur ces cellules pour avoir des effets thérapeutiques, en fait? Et donc, dans ces études que je vais vous présenter rapidement, on a comparé les effets des astrocytes dans ces deux pathologies. Donc, la maladie d'Alzheimer, que malheureusement tout le monde connaît, puisque c'est la forme de démence la plus courante. Donc elle induit des déficits mnésiques et des troubles cognitifs importants et elle est extrêmement fréquente avec l'âge. La maladie de Huntington, c'est une maladie rare, génétique, qui cause des déficits moteurs, mais aussi cognitifs et psychiatriques. Et chacune de ces maladies est associée avec la mort des neurones dans des régions vulnérables spécifiques qui sont entourées en rouge. Donc le cortex, par exemple, dans les deux maladies, mais aussi le striatum dans la maladie de Huntington ou l'hippocampe dans la maladie d'Alzheimer. Et on voit donc que le cerveau des patients est vraiment atrophié du fait de la mort des neurones importante, qui est responsable de ces troubles cognitifs aussi. Et si on regarde à plus fort grossissement de nouveau dans ces cerveaux, on voit que les astrocytes sont différents. On dit qu'ils sont réactifs, ils ont changé et réagi à cet environnement pathologique. Et on a pu identifier en fait ce qu'on appelle des voies de signalisation, c'est-à-dire un ensemble de molécules dans les astrocytes qui vont permettre de contrôler ce changement d'état des astrocytes. Et ça nous a permis de développer des outils pour jouer sur cette cascade de signalisation et soit répliquer l'état réactif des astrocytes, soit le bloquer. Donc on peut, comme c'est schématisé par cette petite prise, par cette petite interrupteur, allumer ou éteindre en quelque sorte, contrôler on-off cet état réactif pour ensuite pouvoir évaluer les conséquences que ça a sur des symptômes classiques de ces deux pathologies.
Et donc, quand on fait ça dans un contexte de maladie d'Alzheimer, dans des modèles murins, on voit que ces astrocytes réactifs, ils ont plutôt un rôle délétère, puisqu'ils vont plutôt favoriser l'agrégation de ces protéines toxiques. Ils vont aussi directement contribuer à l'altération de l'activité synaptique et à la plasticité synaptique, donc vraiment agir au niveau de la synapse tripartite que Glenn a décrit précédemment. Et du coup, au niveau du comportement même de la souris, cela va contribuer à altérer l'apprentissage sur des tests moteurs, par exemple, d'apprentissage de tâches motrices. Donc, dans un contexte de maladie d'Alzheimer, ces astrocytes vont avoir plutôt un effet délétère qui va plutôt contribuer à certains symptômes qu'on observe. Donc, si on veut avoir un effet thérapeutique, il faudrait plutôt les bloquer, en fait, empêcher ces changements. Mais ce qui est intéressant et peut-être contre-intuitif, c'est que dans un autre contexte, donc de la maladie de Huntington, si on fait les mêmes manipulations expérimentales, on met en évidence plutôt un effet bénéfique, où là, les astrocytes vont plutôt aider les neurones à éliminer les autres protéines qui s'agrègent dans cette maladie et qui sont toxiques, et va plutôt améliorer les altérations cérébrales. Donc, dans ce contexte-là, ils sont plutôt bénéfiques et on aurait plutôt intérêt à favoriser cet état réactif pour aider les neurones à supporter les conditions pathologiques liées à cette maladie génétique. Donc, ces résultats, ce que ça montre, c'est que les astrocytes, ce sont des éléments importants de ces maladies neurodégénératives, mais également d'autres maladies qui touchent le cerveau, il y en a beaucoup, mais aussi qu'ils ont des fonctions et des rôles qui sont complexes et qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc, si on veut pouvoir agir sur ces cellules, il faut bien comprendre quel est leur rôle pour pouvoir savoir s'il faut plutôt les bloquer ou plutôt les stimuler. Donc, oups, je suis allée un peu trop vite. Donc, c'est un peu la conclusion de cette présentation. On voit que les astrocytes ont des rôles multiples dans le cerveau et qu'en plus, ils peuvent changer en conditions pathologiques. On a un peu la double face avec des effets bénéfiques ou délétères, mais en tout cas, un rôle très important à plein de niveaux du fonctionnement du cerveau. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une multitude d'états en fait, des astrocytes en fonction des régions cérébrales, des conditions physiopathologiques, et que donc c'est des acteurs majeurs du fonctionnement normal et pathologique du cerveau, et que donc on peut vraiment s'intéresser à ces cellules aussi comme cible thérapeutique. Et donc c'est un peu pour ça qu'on continue de travailler aussi pour pouvoir mieux les comprendre et donc pouvoir peut-être imaginer d'autres approches thérapeutiques qui ne visent pas les neurones directement, mais leurs partenaires essentiels dans le cerveau.